Donc revenons donc à notre invité, notre sujet, notre invité Monsieur Ahmed Mahmoud qui est chef de rédaction à El Ahram Online. Donc de retour Monsieur pour parler toujours de la guerre au Moyen-Orient, surtout au Liban, mais il y a toujours un autre sujet dans ce contexte, c'est les réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington. Les réunions ont débuté pour trouver donc une issue au pays ou chercher une... comme vous le savez, donc, il y a des pays qui ont été impactés par la guerre au Moyen-Orient, surtout les pays africains. Il y a aussi la crise alimentaire aussi. Alors, quelles sont les solutions attendues donc, après ces réunions? D'après que j'ai lu, en fait, la Banque mondiale va essayer de ramasser 20 milliards de dollars pour donner une aide aux pays qui ont été impactés par la guerre. Mais la question, quels sont ces pays? Est-ce qu'ils vont aussi aider, par exemple, le Liban? Est-ce qu'ils vont aider l'Iran? L'Iran, même s'il est dans la guerre, mais ils sont impactés par la guerre aussi. Est-ce que le Golfe aussi, il y a des pays dans le Golfe qui ont été impactés aussi par la guerre. Ce n'est pas une question de monnaie, mais c'est surtout une question alimentaire, comme vous l'avez juste dit. Est-ce qu'ils vont essayer d'aider ces pays autour de la guerre, les pays qui ont été impactés par l'arrêt naval dans la région? Ça, c'est une question qui a besoin d'être posée aussi aux banques mondiales. Jusqu'à maintenant, rien n'est clair, jusqu'à ils sortent avec une déclaration claire sur la situation, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais j'espère qu'ils vont mettre quand même dans la tête qu'il y a beaucoup de pays qui ont été impactés et que la question peut-être même mérite beaucoup plus que 20 milliards de dollars. Oui. Déjà, il y a... un problème, selon vous, concernant les stratégies de financement de ces institutions mondiales? Exact. Ah, bien sûr, bien sûr. Ça, ces questions aussi... bon, moi, je ne suis pas un expert dans le travail du Banque mondiale, mais à mon avis, il sort toujours avec ces déclarations après une crise. Mais pour les régler après, est-ce qu'on sait exactement que cette question a été réglée ou pas? Par exemple, on peut parler toujours de la problème alimentaire en Somalie. Depuis la crise en Somalie, est-ce que ça a été réglé? Est-ce que ça a été... combien d'argent ils ont dépensé sur cette cause, par exemple? Ça veut dire qu'on a même besoin d'une autre déclaration après avoir résoudre le problème, comment ils l'ont fait, comment ils peuvent garantir que ça ne va pas revenir encore une autre fois. Et qu'est-ce qu'on attend comme solution, par exemple, aux défis liés à la dette, à l'inflation, surtout dans les pays africains? Bon, ça c'est un problème, je crois, très long, hein? C'est depuis très long. Mais je pense que ça c'est plutôt un problème des pays même. Parce que l'inflation, ça veut dire une inflation dans un pays, ça veut dire qu'il y a un problème sur la politique économique du pays même. Donc, à mon avis, est-ce qu'on peut résoudre ça par avoir d'aide supplémentaire du Banque mondial ou bien d'autres plans que la Banque mondiale ou bien d'autres institutions essayent d'aider ces pays pour réduire l'inflation. On revient donc à la question de la guerre au Moyen-Orient, l'Iran et les États-Unis et les menaces du président américain de blocage des ports et de blocage naval, de blocage des ports iraniens. Comment cela peut affecter l'économie mondiale déjà donc affectée ou impactée par la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz et la guerre au Moyen-Orient?
Bon, ça veut dire que lui, il va faire une pression sur non seulement l'Iran, mais aussi sur la production du pétrole et le mouvement de pétrole dans la région. Ça veut dire augmentation encore du prix du pétrole, augmentation de prix comment on dit, de production en général, des produits en général. Ça veut dire encore plus de souffrance pour le monde. Et à mon avis, ça va nous amener encore au cœur de la crise. Oui. Puisque vous êtes chef de rédaction, donc, comment vous voyez le rôle des médias dans la couverture de cette guerre au Moyen-Orient et aussi la guerre au Liban? Bon, je ne peux pas parler de tous les médias égyptiens, par exemple, mais je peux parler de médias européens, en tout cas, bien médias occidentaux. Moi, je vois que c'est pas quand même parce que je suis égyptien, mais je vois que le média égyptien essaye d'avoir une couverture bien objective. Mais les médias occidentaux, ils ont toujours le point de vue occidental, hein, c'est ça. Des fois, je pense qu'ils ne sont pas impartiels, des fois, dans ce conflit. À mon avis, on doit, comment on dit, reviser ça en voyant la crise. Parce que ça peut aider à résoudre la crise d'un point de l'autre. Oui, et il y a aussi les réseaux sociaux qui jouent donc un rôle très important, un rôle très actif concernant donc l'information. Comment vous évaluez les sites sur les réseaux sociaux qui toujours ils donnent des informations, on ne sait pas donc identifier. Ça, c'est un problème de médias, en fait. C'est un problème, même loin de la crise qu'on parle maintenant, c'est un problème aussi d'objectivité des médias sociaux, ou bien la vérification des nouvelles qui ont postulé sur les médias sociaux. Ça, c'est un problème que nous, en face, maintenant, nous sommes en face de ce problème depuis l'augmentation incroyable des nouvelles sur les médias sociaux. Et en même temps, on ne peut pas garantir la vérification de ces nouvelles. Mais en plus, ça impacte toujours l'opinion publique, des fois même les décisions. Hein. Oui. Et c'est dangereux, ça devient de plus en plus dangereux. Oui. Alors, monsieur, donc on va tout de suite continuer notre discussion, mais on a, monsieur Ahmed Mahmoud, on a donc une intervention avec monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame. Donc, qu'est-ce qui a abouti donc à l'échec ou au blocage des négociations entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad après un seul jour de discussion? À mon avis, nous ne faisons pas face à un échec ou un blocage. Et il ne fallait pas s'attendre à des conclusions définitives dans ces pourparlers. C'était sans précédent cette rencontre entre les États-Unis et l'Iran à ce haut niveau pour la première fois depuis la révolution iranienne de 1970. Alors voilà le premier point où on s'arrête, qui donne de l'importance sur ces pourparlers. Et le fait que les pourparlers ne sont pas parvenus à un accord définitif ne devrait pas signifier que c'était un échec. Troisièmement, les Iraniens et les Américains ont annoncé que c'est possible, dans le plus bref délai, de tenir d'autres nouvelles négociations pour continuer les progrès, entre guillemets, les progrès qui étaient enregistrés durant ces négociations à Islamabad, la capitale pakistanaise. Oui. D'un autre côté,
D'un autre côté, je crois que les États-Unis et l'Iran veulent tourner la page, pas tourner la page de la guerre seulement, mais ouvrir une nouvelle phase dans leurs relations qui sont rompues en 1979. Et d'un autre côté, je crois que aussi il y a des intérêts commerciaux et des intérêts de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie. Alors, moi je pense qu'on doit observer les développements à venir avec attention et en reconnaissant que les deux pays veulent normaliser, entre guillemets, leurs relations. Donc, Monsieur l'ambassadeur Hossein Haridi, vous avez parlé de progrès entre parenthèses. Quels sont ces progrès? Il y avait, selon les déclarations faites soit par la délégation iranienne ou la délégation américaine, et les négociations ont abouti sur des points communs. Quand les Américains annoncent que l'Iran ne posséderait jamais l'arme nucléaire, je pense que ça c'est de la part des Iraniens, ça c'est accepté. Les Iraniens, le gouvernement iranien n'a jamais annoncé qu'il cherche de posséder des armes nucléaires. Mais s'il y a un point de désaccord sur le droit de l'Iran, comme État membre du traité de non-prolifération, d'enrichir l'uranium. Oui. Alors ici, le désaccord, c'est à quel niveau? Est-ce que à 60% de niveau, comme l'Iran a fait après le retrait des Américains du plan de 2015, ou non? Et voilà, c'est un point de désaccord, mais moi, à mon avis personnel, je pense que les deux parties pourraient trouver un point commun là-dessus. D'un autre côté, le détroit de Hormuz est gouverné par la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer. Alors, dans ce cas-là, on se réfère, malgré certainement les déclarations américaines et les déclarations iraniennes, on se réfère à cette convention-là qui représente un pilier du droit international. Puis, le point principal du point de vue iranien, c'est la levée des sanctions. En principe, les Américains ne sont pas contre la levée des sanctions, mais ils s'attendent que l'Iran dispose de presque 400 kg d'uranium enrichi à 60%. Alors, c'est un point fort dans les positions iraniennes et je pense que les Iraniens ne vont pas céder sur ce point-là, sauf si les Américains vont accepter de lever toutes les sanctions imposées soit par les États-Unis, soit par les Nations Unies sur l'Iran. Oui, alors, Monsieur l'ambassadeur Hossein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour votre intervention. Merci, passez une excellente journée et on continue donc avec notre invité, Monsieur Ahmed Mahmoud, chef de rédaction à El Ahram Online. On était donc en train de parler du rôle des réseaux sociaux et comment donc contrôler ou identifier donc les nouvelles sur les réseaux sociaux. Bon, ça c'est une question, comment on dit, très critique en fait. Nous avons toujours essayé de trouver une solution pour ça, mais je pense que le problème avec les médias sociaux, ils ne sont pas contrôlables. On ne va jamais avoir le pouvoir de les contrôler parce que, évidemment, ça on les appelle sociaux. C'est social. Il y a des gens qui sont dans ce truc qu'on ne peut pas contrôler tout le monde, même si on essaye de faire ça, c'est impossible. Donc le seul problème, c'est d'avoir un média professionnel, crédible,
qui peut convaincre les gens de continuer à juste dépendre sur les médias locaux, les médias officiels, pour avoir les nouvelles sur n'importe quelle cause. Oui. Et est-ce que vous voyez que les réseaux sociaux, les pages donc qui diffusent des informations, des nouvelles, est-ce que ça affecte donc les décisions, ça affecte la politique parfois? Bon, on ne peut pas dire ça, mais quand même, c'est le problème avec la grande somme des nouvelles sur les médias sociaux, ça peut revenir un petit peu dans le sous-conscience des personnes, des fois, quand elles sont en train de négocier ou bien parler des choses. Ça peut même monter un petit peu comment on dit, les feelings, les sentiments dans un objet spécifique. Donc c'est dangereux, évidemment, mais quand même, on peut avoir confiance dans les personnages, les caractères officiels, qui sont des professionnels qui savent exactement comment réagir, comment faire une décision. Mais quand même, il faut comment on dit, la remédier avant comment on dit, la maladie. Oui, oui. Donc, dans le cas des guerres, est-ce que ça devient plus dangereux, je pense? C'est dangereux tout le temps, mais dans les cas de guerre, parce qu'il y a les sentiments qui sont un petit peu élevés, qui sont un petit peu inflammables aussi. Donc c'est quand même dangereux, parce que juste une fausse information et quelque chose qui peut monter une crise pour rien en fait. Comme on a donc, comme monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi a dit il y a quelques instants qu'on ne peut pas parler d'un échec ou d'un blocage des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Il y a des progrès entre parenthèses et surtout que c'est pas facile donc de mener des discussions après toutes ces années de conflits et de désaccords entre les deux pays, mais selon lui il y a des progrès entre parenthèses, mais ils vont continuer selon lui à discuter. Donc au côté diplomatique, on s'attend à d'autres négociations. Bon, ça c'est l'avantage d'être diplomate. Hein. Ils ont toujours la possibilité de voir entre parenthèses les choses qu'on ne voit pas, nous, les médias. Nous, on est habitués de voir juste les nouvelles devant nous, on essaye de les analyser. Mais peut-être, lui, son excellence, il a quand même l'avantage d'avoir une vue très profonde sur les négociations même, parce qu'il était en fait bouclé dans des choses pareilles. Donc il sait évidemment beaucoup plus que moi, par exemple, comment sont les choses dans les coulisses. Exactement. Oui. Donc c'est possible. Oui. Et selon vous, pourquoi on a choisi le Pakistan pourquoi le Pakistan donc a accueilli ces négociations de paix? D'abord, quand même l'approchement de l'Iran en tant que la géographie, c'est pas loin de l'Iran, donc c'est facile, après, avec tous ces blocages pour l'Iran, d'avoir les envoyés iraniens partir là-bas. Aussi, le Pakistan, ils ont quand même des accords avec l'Arabie Saoudite en défense mutuelle, donc ça peut, le Pakistan aussi peut jouer un rôle dans ces négociations. Et c'est quand même une force régionale pas négligeable dans le centre de l'Asie. Et une puissance nucléaire aussi. Exactement. Donc ils peuvent jouer un rôle intermédiaire pas mal, parce qu'ils ont aussi une bonne relation avec les États-Unis. Ça, on ne peut pas négliger ça aussi. Oui. Monsieur Ahmed Mahmoud, ma dernière question, c'est quelles sont vos prévisions donc, dans les prochains jours? Optimiste,
Comme d'habitude, je crois que normalement tous les guerres ont des fins, donc à mon avis il y aura une fin de cette guerre, évidemment avec quand même des problèmes, avec des, comment on dit, des peurs, mais ça va terminer à la fin. Et j'espère que ça va venir bientôt de terminer cette guerre et essayer de travailler plutôt sur l'avenir des peuples dans cette région. Donc, Monsieur Ahmed Mahmoud, chef de rédaction à El Ahram Online, merci beaucoup pour accepter notre invitation à NALTV International et vous êtes toujours le bienvenu. Merci et passez une excellente journée. Merci à vous et merci d'avoir invité et merci à nos spectateurs aussi. Merci beaucoup. Bon merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, donc tout de suite un autre sujet, mais après cette pause.